Vous regardez 64 minutes, comme tous les vendredis, c'est Allons-y Franco, l'actualité vue par les médias francophones. Le Mercosur, 25 ans de négociations entre l'Union européenne et 4 pays de l'Amérique latine. Ursula von der Leyen espérait signer cet accord de libre-échange demain au Brésil. Bon, en fait, c'était sans compter la colère agricole en France et une alliance franco-italienne. Un éventuel accord est reporté à l'année prochaine, le 12 janvier, semble-t-il. Signer ou ne pas signer cet accord, question shakespearienne que je vais poser à mes invités. Adeline Percep, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante de notre partenaire belge, la RTBF. Merci d'être avec nous. Paul Turban, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste en charge de l'agriculture et du secteur agroalimentaire pour le quotidien français Les Échos. On va voir donc que effectivement la une des Échos était consacrée aujourd'hui à la grogne à Bruxelles. On a vu ces images hier. Et nous sommes en direct avec Raphaël Miro. Bonsoir, vous êtes journaliste québécois, collaborateur pour La Presse et Le Devoir. On vous retrouve depuis Strasbourg. Et enfin, un habitué d'Allons-y Franco. Bonsoir Michel Cerutti. Vous êtes notre correspondant suisse pour la RTS, notre partenaire suisse. Donc merci à vous quatre d'avoir accepté cette invitation. Les détracteurs du Mercosur vont pouvoir passer des fêtes de fin d'année tranquilles, puisque coup de théâtre, je le disais hier soir, Ursula von der Leyen a décidé de reporter cet accord. Thomas Ladonne revient sur cette semaine mouvementée. Vol annulé à la dernière minute pour Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne devait se rendre au Brésil pour signer le traité Mercosur. Mais il lui fallait l'aval de tous les chefs d'État membres de l'Union, ce qu'elle n'a pas réussi à obtenir et ce qui l'a contraint à défaire ses valises. Parmi les pays opposés, la France. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Un contretemps dû à la volte-face de la première ministre italienne. Face au désespoir des agriculteurs, elle a décidé de freiner le processus. Une position qui, dans la foulée, a fait revoir sa copie au président brésilien, Lula da Silva, qui avait posé un ultimatum au 27. Au final, il concède une signature en janvier prochain, au mieux peut-être. Giorgia Meloni m'a affirmé que si nous pouvions patienter une semaine, 10 jours, au maximum un mois, l'Italie soutiendra l'accord. Mais alors, pourquoi tant de tensions ? Ce traité organise un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les 4 pays du Mercosur qui concernerait au total presque 800 millions de personnes. S'il était mis en place, l'accord représenterait environ 25% du PIB mondial. Les échanges commerciaux seraient facilités par l'assouplissement des droits de douane dans certains secteurs, comme l'automobile par exemple. Et en plus de leurs voitures, les Européens pourraient plus facilement exporter leur vin ou leur lait. En échange, les Sud-Américains vendraient entre autres leur production de viande de volaille et de bœuf. Et c'est là que ça coince. L'ouverture de ce marché à une nouvelle concurrence fait craindre aux éleveurs européens une baisse trop brutale des prix. D'où cette colère juste sous les fenêtres du Parlement européen à Bruxelles. Les dirigeants de pays agricoles comme la France, la Pologne ou l'Italie sont donc sous pression. Difficile de savoir sur quel point se feront les concessions. Ce qui est sûr, c'est qu'Ursula von der Leyen en a besoin pour organiser son prochain voyage en Amérique du Sud. Oui, et ça pourrait être donc au Paraguay, puisqu'on a appris ça aujourd'hui. Donc le 12 janvier, peut-être, donc la signature de cet accord. Ce report, il est stratégique, Adeline, ou c'est un revers pour Ursula von der Leyen et pour la Commission européenne ? Je pense que Ursula von der Leyen avait un peu de pression, elle a décidé de donner un répit, parce qu'évidemment, quand vous parlez d'agriculture et que vous avez la France et l'Italie contre, je pense que c'est assez compliqué d'aller signer tranquillement. Même s'il y a l'Allemagne et l'Espagne qui, eux, vraiment poussent. Bien évidemment, parce que ce n'est pas qu'un accord agricole, on a tendance à l'oublier ici en France, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres choses qui sont concernées. Évidemment, l'industrie allemande, entre autres, qui voit d'un très bon œil cet accord. Mais si on dézoome un petit peu, il me semble qu'en tout cas, cette prise de décision d'Ursula von der Leyen est très symptomatique, au fond, de la position européenne sur la scène internationale, c'est-à-dire une forme d'impuissance brouillonne. Pardon, mais ça fait 25 ans qu'on est en train de dealer cet accord. Et jusqu'au dernier moment, on s'aperçoit que les Européens sont incapables, institutionnellement en fait, de s'entendre entre eux pour signer le deal. Je trouve ça assez glaçant en réalité, sans avoir d'avis à donner évidemment sur le fond de l'accord. Mais je trouve ça assez glaçant sur l'aspect institutionnel et l'image que ça renvoie de l'Europe, en tout cas. Paul Turban, effectivement, ce report, ce répit, il est, on peut dire merci, enfin,
à Giorgia Meloni. Il y a eu ce revers dans la semaine. Elle a décidé de suivre Emmanuel Macron. Là, on apprend donc qu'il y a une nouvelle date. Est-ce que vous pensez qu'elle a négocié avec le président Lula? Est-ce que c'est le plus probable? Sans doute. Ce report était, ce ralliement italien à la position de la France était quand même est un peu tombé de nulle part. Donc on imagine qu'elle a préparé le coup d'après. Et donc elle a sans doute dealé quelque chose, soit avec Bruxelles, soit avec Lula, soit avec les deux. Sachant que l'Italie, on parlait de l'Allemagne et de l'Espagne qui poussent pour la signature, l'Italie est un peu divisée quand même, parce qu'il y a certes un secteur agricole puissant, mais il y a aussi un secteur industriel puissant. Et le secteur industriel italien, pour le coup, attend cet accord de pied ferme et aimerait bien signer cet accord. En revanche, c'est la même question sur le secteur agricole. Oui, bien sûr. Les mêmes Inversement, angoisses, les mêmes inquiétudes. tire la manette du frein et préférerait que cet accord ne soit pas signé. Et pourtant, les pourcentages, en tout cas en France, c'est peu en fait. C'est 2,5% des exportations, c'est ça? Ça peut sembler peu par rapport à d'autres exportations qui pourraient être très intéressantes pour l'industrie, la chimie et autres. Oui, donc, comment on explique ce poids? Le poids relatif est relativement petit. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on importe déjà presque 200 000 tonnes de viande depuis le Mercosur, avec des droits de douane. Et là, le quota ne porte que sur un peu moins de 100 000 tonnes. Donc ça veut dire que le quota est inférieur à ce qu'on importe déjà comme viande du Mercosur. La question, c'est cette présence des taxes. Parce que, évidemment, une viande produite au Mercosur vaut beaucoup moins qu'une viande produite en Europe. Et donc, en fait, la taxe permet de ne pas dérégler le marché. Ce que craignent aujourd'hui les agriculteurs, c'est que cette viande moins chère, grâce à l'absence de taxes, déstabilise le marché et fasse baisser les prix. Voilà, concurrence déloyale. Et puis on reviendra aussi sur les normes qui ne sont pas les mêmes. Et c'est un gros problème pour les agriculteurs européens et français notamment. On va voir comment ça se passe en Suisse. La Suisse qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Michel, vous avez déjà sauté le pas. Oui, alors on a franchi la première étape. Il faut savoir que la Suisse fait partie depuis 1960 d'une association qui s'appelle l'AELE, qui n'est pas forcément très connue au sein de l'Union européenne, mais qui est l'association européenne de libre-échange avec l'Islande, avec la Norvège, avec le Liechtenstein, ces 4 pays, donc qui ont signé au fil des ans un certain nombre de traités, d'accords de libre-échange avec des régions ou des pays. Et c'est le cas du Mercosur. Très récemment, voilà, ils ont discuté pendant des années, depuis 2017, et puis en septembre de l'année passée, eh bien, ce traité a été signé entre les différentes parties. Alors maintenant, démocratie directe oblige en Suisse, il faut encore que cet accord soit ratifié par le Parlement, il ne faut pas qu'il y ait un référendum qui soit lancé pour s'y opposer, mais il est vrai qu'en Suisse, eh bien, ça a été fait. On entend toutefois les mêmes critiques, plus ou moins à l'encontre de cet accord que l'on peut entendre en France, une crainte pour l'agriculture, bien sûr, un non-sens, on va dire, climatique de la part des milieux écologiques. Pourquoi faire venir du fourrage ou de la viande de l'autre côté de l'hémisphère de la planète? C'est un non-sens écologique, dit-on. Et puis il y a une critique supplémentaire qui est la propre à la Suisse, c'est-à-dire que la Suisse est un pays de pharma, de chimie, et les brevets sont nettement moins protégés en Amérique latine qu'ils ne le sont en Europe et en Suisse. Par conséquent, bien c'est un souci pour les pharma que de voir leurs brevets moins protégés, que de voir des génériques arriver sur le marché plus facilement en Suisse. Bref, c'est un accord qui est extrêmement positif pour tout ce qui est de l'industrie, on va dire, importante en Suisse, les machines-outils et autres. Il faut savoir que la Suisse exporte pour près de 4 milliards en Amérique latine et pourrait économiser 150 millions de frais de douane. Mais ce n'est pas encore certain que cela passe la rampe du Parlement ou que cela échappe à un référendum. Voilà, donc ce n'est pas encore acquis. Merci pour ces explications, Michel. Puis on voit bien que c'est très nuancé selon le secteur d'activité. Chacun veut savoir si c'est rentable ou pas. On va faire un petit pas de côté parce qu'à chaque fois qu'il y a des accords de libre-échange, on voit qu'il y a beaucoup de polémiques, de discussions. Et c'est ce qui s'est passé avec le CETA, notamment, avec le Canada. Raphaël Miro, vous nous confirmez que là aussi, il y a eu beaucoup de polémiques, de remous. Est-ce que c'était le secteur agricole, là aussi, qui posait problème ? Oui, voilà, c'était le secteur agricole français qui avait beaucoup fait problème parce qu'en fait, au Canada, il n'y avait presque pas eu de protestation par rapport au CETA. C'était beaucoup mieux passé auprès des agriculteurs canadiens. Mais en France, les agriculteurs, comme dans le cas du Mercosur, ont beaucoup protesté et le Sénat n'a pas ratifié, vous savez, le CETA l'an passé. Mais par contre, effectivement, l'accord est en application depuis 2017 parce que tous les chefs d'État de l'Union européenne, contrairement à Mercosur, se sont mis d'accord pour le faire appliquer provisoirement. Donc il est appliqué provisoirement. Est-ce qu'on a une idée déjà des conséquences pour les agriculteurs européens, français? Est-ce qu'ils avaient raison d'être inquiets?
La principale inquiétude, comme dans le cas de Mercosur, c'était pour les viandes bovines et porcines. Et finalement, il n'y a pas eu le déferlement de viande canadienne auquel on s'attendait. En fait, sur les quotas qui étaient d'environ 80 000 tonnes qui étaient permis par le CETA de viande bovine arrivée en France, il y en a seulement 3% qui ont été utilisés et 1% des quotas de viande porcine. Donc finalement, en fait, c'est que le Canada s'est dit que pour exporter en Europe, il fallait adapter la production de viande aux normes européennes. Et il s'est dit, les producteurs canadiens se sont dit tout simplement en 7 ans que le jeu n'en valait pas la chandelle. Donc il y a eu un soupir de soulagement des producteurs de viande ici en France. Paul Turban, effectivement, je vous vois acquiescer, donc vous êtes d'accord avec cette analyse du CETA. Ça ne pourra pas se passer avec le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et le dernier m'échappe. L'Argentine. Merci, l'Argentine. Ça, voilà une sorte de remise à niveau de ce qu'on vend, ce qu'on ne vend pas. C'est intéressant, j'ai croisé, juste pour rebondir, j'ai croisé dans la semaine un représentant de la filière porc. Et justement, on parlait du Mercosur, et il m'a dit, mais sur le CETA, on a crié au loup. Et en fait, on se rend compte 7 ans après qu'on a crié au loup pour rien. La petite différence peut-être, et c'est ce même responsable de filière qui me l'a expliqué, c'est que, comme expliquait Raphaël, le Canada, exportant pas mal de sa viande bovine aux hormones aux États-Unis, n'a pas trouvé bon de développer une filière sans hormones pour envoyer en Europe. Donc déjà, il y a quand même la question de ces changements d'alliance stratégique, et avec les États-Unis qui se perdent, on n'est pas à l'abri qu'à un moment, il y a un problème sur les exports de bœuf canadien, et donc qui cherchent d'autres débouchés et qui développent ces filières. Et justement, ce que m'expliquait ce responsable de la filière porc, c'est que lui revenait du Brésil. Et il m'a expliqué qu'il avait été estomaqué de voir que, en tout cas dans le porc, les Brésiliens étaient prêts à faire du porc avec des normes quasiment équivalentes aux normes européennes pour nourrir le marché européen. Donc c'est toujours un risque. Donc après, soit les acteurs économiques se saisissent des opportunités qu'ouvrent ces accords, soit ils s'en saisissent pas. Sur le CETA, sur la viande bovine, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas saisi ces opportunités. Mais manifestement, pour le Mercosur, ils sont prêts à nous envoyer leurs produits, et ils sont bien déterminés à le faire. D'ailleurs, le fait que Lula, quand même, pousse beaucoup pour signer cet accord, c'est bien qu'il y trouve un intérêt. Mais après, on verra, parce qu'il y a des clauses miroirs, des clauses responsables, tout ça pourrait effectivement de temporiser l'inquiétude et la colère des agriculteurs européens, et notamment français. On va écouter le président de la FNSEA, qui est le principal syndicat en France sur l'agriculture, c'est Arnaud Rousseau, et lui, il dénonce vraiment une concurrence déloyale. Cet accord n'est pas un bon accord. Vous savez, c'est un accord qui a été négocié il y a 25 ans, que personne n'arrive à faire passer depuis, et qui a comme cœur de notre réaction le fait qu'on va importer des produits de ces pays qui sont interdits à la production en Europe. Voilà, Adeline Percept, est-ce que vous pensez que c'est vraiment idéologique, ce serait peut-être l'adjectif un peu fort, mais le fait qu'on dise non de fait, où il y a vraiment un risque, comme on vient de l'évoquer avec notamment Paul? Je pense qu'il y a une crise agricole profonde en France, aussi en Belgique, qui est tout à fait parallèle. Par exemple, 80% des exploitations n'ont pas de successeurs. Seulement 10% des agriculteurs belges ont moins de 35 ans. Donc il y a une crise très très profonde et très grave qui fait que les agriculteurs ont peur de la situation et ont peur de tous les accords qui peuvent leur être proposés. Moi, je le lis comme ça. Et là, ça fait 25 ans, donc ça fait... Oui, mais la situation, il y a 20 ans, 25 ans, n'était pas la même pour les agriculteurs. Aujourd'hui, la situation est bien différente. Ils ont peur de la crise qui est en cours depuis des années. On le voit dans l'actualité en permanence. Et puis, il y a en même temps le budget de la politique agricole commune qui va a priori baisser. Si je ne me trompe pas, d'une vingtaine de pourcents. Et donc, ils sont dans ce contexte de survie, pour beaucoup, de survie. Et donc, ils ont besoin de garanties, et ça se comprend. Moi, là où j'ai du mal à comprendre, c'est où le politique était, notamment depuis 2017. Oui, cette grande annonce d'Emmanuel Macron, voilà.
pour l'agriculture, pour les agriculteurs, et depuis, rien. Et depuis pas grand-chose, très franchement, pas grand-chose. Alors, on sait, et puis alors en plus, ce qui complexifie la situation, c'est qu'il y a quand même un monde viticole, notamment en France, qui, lui, est pour le Mercosur. Je rappelle quand même que le cognac, par exemple, vit une très, très grave crise. Le cognac, le champagne, dans une moindre mesure, vit une très grave crise en raison notamment de la politique américaine, de la politique chinoise, etc. Et donc, ils ont besoin de nouveaux débouchés. Donc, la situation est très, très complexe, mais ce qui me semble être le fond du problème, c'est quand même la crise agricole qui touche la plupart des secteurs et qu'il va falloir adresser enfin. Et à l'échelle de la France, mais aussi de l'Europe. En Belgique, il y a vraiment aussi une crise agricole. Et cette crise, elle a été exacerbée, Paul Turban, par cette maladie, ce virus qui touche les cheptels, hein, la dermatose. Est-ce que ça... effectivement, ça a encore accentué cette crise dont on vient de parler. Ah oui, bien sûr, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans le sud-ouest justement qui est particulièrement touché par la crise viticole, qui sont des terres d'élevage, mais plutôt l'Occitanie, oui. L'Occitanie, oui, pardon, le sud-ouest, qui sont plutôt des terres d'élevage, de petits élevages, voilà, qui ont peut-être se sont moins modernisés et sont moins efficaces, efficients économiquement que le reste de l'élevage en France. Et donc, cette crise sanitaire avec toujours quand même ce tempérament du Sud qui a un peu de mal à accepter les décisions qui viennent de manière verticale depuis Paris, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et juste quand même pour rebondir sur ce que disait Arnaud Rousseau, certes, il y a la crise agricole en France, mais il y a aussi quand même, et ça on s'en rend bien compte sur l'exemple de Chine, mais c'est la même chose sur les matières premières agricoles, en tout cas c'est la position que défend la France, c'est qu'il y a un problème de contrôle aux frontières. C'est-à-dire que, certes, l'accord du Mercosur prévoit que tout ce qui rentre en Europe respecte les normes européennes. La question, c'est est-ce qu'on a les moyens de le contrôler et est-ce qu'on a les moyens de le faire appliquer? Et c'est là-dessus que les agriculteurs européens ont quand même très peur. Typiquement, on n'a pas le droit, enfin en tout cas, on a des labels typiquement sans OGM. C'est-à-dire qu'ils ont peur qu'en fait, que là, alors on va revenir sur ces clauses miroirs, c'est-à-dire que pour que les normes soient respectées aussi en Amérique latine, qu'ils aient les mêmes normes en fait que l'Union européenne, on n'a pas les moyens de contrôler que ça sera le cas, c'est ça exactement. Si on parle par exemple de 30 000 tonnes, de 99 000 tonnes de viande détaxée qui rentrent en Europe, voire de 200 000 tonnes, ce qui est le cas actuellement, évidemment, on ne peut pas aller sur chaque carcasse ou sur chaque bavette d'aloyau chercher un petit échantillon pour vérifier que c'est une bête qui a été bien élevée, nourrie sans OGM, qui n'est pas elle-même issue d'une race OGM. Donc évidemment, c'est impossible. Et ce que dit notamment la France, qui met ça comme condition pour accepter l'accord, c'est qu'il faut que l'Europe renforce ses contrôles aux frontières. Michel Cerutti, est-ce que justement ces contrôles, ça a été une question importante, vous, quand vous avez la Suisse, effectivement, dit, enfin en tout cas, ratifier ce texte? Écoutez, les contrôles, je ne peux pas véritablement vous répondre. Je ne connais pas le détail de l'accord jusqu'à ce point-là. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il y a des clauses, on va dire, d'adaptabilité. L'accord ne va pas entrer en plein immédiatement s'il est ratifié par les différents parlements. Mais plus que ça, ce qui est en place, effectivement, c'est une différenciation tout de même entre les produits qui entrent et les produits qui sortent, avec toujours cette inquiétude, on va dire, plus... Non pas tellement quant à la qualité du produit véritablement, mais plus à la déstabilisation du marché que ce produit pourrait amener. C'est pas tellement la qualité elle-même, parce qu'il y a des quotas qui sont mis en place. Je crois que les vérifications devraient pouvoir être faites correctement, mais c'est vraiment la déstabilisation d'un marché à l'intérieur de la Suisse, avec une concurrence déloyale, avec une baisse potentielle des prix qui effraie beaucoup les milieux viticoles. Alors en Suisse, oui, ils ne sont pas du tout favorables à ça, ou les milieux agricoles, ou encore la pharma, comme je le disais précédemment. On voit beaucoup d'inquiétudes, mais en même temps, on est dans un marché mondial avec des acteurs comme les États-Unis, vous l'évoquiez il y a quelques instants, Adine, où toutes les règles du jeu sont changées. On a donc les États-Unis, la Chine, il faut bien trouver de nouveaux marchés. Non, c'est crucial, c'est vital. Non, mais c'est crucial et c'est pour ça que le Mercosur est quand même défendu, à la fois par les grandes industries et à l'intérieur de chaque pays européen. On voit bien les forces en présence se mettre en place. Alors la Belgique s'abstient. Pourquoi? Alors c'est très particulier, mais en même temps, Bart De Wever, qui est le Premier ministre, est un libéral sur le plan économique et lui,
il est pour. Mais il n'a pas réussi à convaincre la majorité politique qui est la sienne. Et donc, il ne peut pas avancer. Mais il sait très bien, et les Belges savent parfaitement, que le secteur pharmaceutique, que le secteur automobile, etc., bénéficierait du Mercosur. Donc c'est toujours... Et puis évidemment, stratégiquement parlant, on a besoin de quoi? On a besoin de ressources à l'avenir. On sait qu'en Argentine, il y a du cobalt, il y a du lithium. C'est à ça notamment que doit servir le Mercosur. Il faut aussi assurer notre autonomie dans ce monde qui se referme en fait de partout. Notre partenaire américain est de plus en plus instable, les Chinois aussi, enfin voilà. Donc évidemment que c'est l'argument pour par excellence pour le Mercosur, bien sûr. Et Raphaël Miro, vous aussi, au Canada, c'est important parce que les relations sont extrêmement compliquées avec les Américains, donc il faut développer ces liens avec l'Union européenne. Voilà, une des motivations de signer le Mercosur, c'est de réduire sa dépendance aux États-Unis. L'Union européenne envoie environ 20% de ses exportations aux États-Unis. Au Canada, c'est 77%. Donc nous, quand les relations se sont compliquées avec les États-Unis, tout le monde, y compris le secteur agricole, a beaucoup tremblé. Et donc, ça revient à cette question-là de quand on veut trouver des nouveaux marchés, qu'on soit le Canada ou l'Union européenne, en fait, on veut essayer de trouver des partenaires qui ont à peu près les mêmes normes que nous, qui ont à peu près le même niveau de vie pour que les coûts de production soient plus élevés. Mais c'est pas si évident que ça, en fait. Une fois qu'on a signé des accords avec le Japon, la Corée et ce genre de pays-là, il faut aller chercher des nouveaux marchés où on va se frotter à des coûts de production qui vont être plus faibles. Et c'est un risque politique à prendre, et c'est un peu ce que fait l'Union européenne avec Mercosur, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, le Canada aussi, le Canada aussi essaie de négocier depuis 2017 un accord avec le Mercosur, mais chez nous aussi, c'est très long. Voilà, on voit que c'est très long partout, mais est-ce que c'est plausible que finalement, il n'y ait pas d'accord, au vu de ce qu'on vient de dire? Parce que la Commission européenne, je le rappelle, a dit qu'il y aura un accord le 12 janvier, mais c'est un vœu pieux ou pas? Moi, je crois que c'est un vœu pieux. Je ne crois pas, pardon, que ce soit un vœu pieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... on peut pas dire au Mercosur après 25... Enfin, excusez-moi, j'ai du mal à y croire quand même. Peut-on dire au bout de 25 ans de négociations, finalement, on va réfléchir encore 5 ans? Enfin, ça me paraît compliqué. Donc ça vous paraît compliqué à vous, Paul, c'est pareil? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça veut dire que la France va être lâchée, on l'évoquait, par l'Italie, et que finalement ça va se faire parce que finalement... on n'a peut-être pas besoin de la France. Avant que la crise de la DNC éclate, donc les mouvements agricoles dans le sud-ouest, j'avais discuté avec une... Donc cette maladie, la dermatose. Oui, pardon, la dermatose. J'avais discuté avec une personnalité du ministère de l'Agriculture et pour eux, on allait signer et c'était fini. Et la France avait fait tout ce qu'elle pouvait, mais c'était fini. Donc là... La crise agricole a fait qu'ils ont obtenu un délai de 3 semaines ou 4 semaines, je ne sais pas exactement combien ça fait. Mais je pense que oui, je pense que la Commission européenne a envie d'avancer. Beaucoup de pays européens ont envie d'avancer, parmi les plus puissants, notamment l'Allemagne et l'Espagne, on le disait. Il y a peu d'espoir que cet accord ne soit pas signé. Alors, peu d'espoir, ça dépend de quel point de vue on se place. Oui, pardon, enfin, du point de vue de la France, pardon. En tout cas, merci. Voilà, pour vous, ça va se faire. Donc, on verra bien le 12 janvier, en tout cas, au Paraguay, si c'est le cas, s'il y a signature en grande pompe ou pas. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce dernier Allons-y Franco de l'année, de la fin de l'année, évidemment, et on se retrouvera en 2026. Mais rassurez-vous, demain, toujours à 64 minutes, je vous retrouve avec plaisir. Merci encore à vous quatre. Et excellente suite de programme sur TV5 Monde.